OK. Donc, on va maintenant écouter Valérie Giroux qui va nous proposer une réflexion sur les questions liées aux analogies entre les oppressions et stratégies militantes. On va juste mettre l'image en spotlight avant. Ici. Parfait. Vas-y, Valérie. Bonjour, il me fait grand plaisir de prendre la parole à l'occasion d'un bel événement comme celui-là. Merci aux organisatrices pour leur super travail et merci de m'avoir invité à parler de convergence des luttes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. De manière générale, je pense qu'on peut décrire le travail des animalistes comme un effort visant à élargir l'éthique, la justice, de façon à inclure dorénavant tous les individus qui ont des intérêts relevant de leur bien-être, c'est-à-dire non plus seulement les êtres humains, mais tous les êtres capables de ressentir du plaisir et de la douleur. On dit souvent que l'idée, c'est d'agrandir le cercle de la considération morale pour y inclure tous les animaux sentients, tous les êtres capables de faire l'expérience subjective du monde, de vivre les choses au jeu, d'être affectés consciemment de manière positive ou négative par ce qui leur arrive. Le concept même de spécisme est inspiré de ceux de racisme et de sexisme. On s'est aperçu que les animaux non humains étaient eux aussi victimes de discrimination qu'on cherche à justifier en invoquant des différences réelles ou imaginaires, mais dépourvues de pertinence par rapport à ce qu'elles sont censées justifier. Le rapprochement entre le spécisme et d'autres discriminations injustes est donc bien assumé par les animalistes antispécistes. Et c'est ce qui conduit la vaste majorité d'entre elles et d'entre eux, la vaste majorité d'entre nous, à supposer que la lutte pour l'égalité animale doit être menée en solidarité avec ces autres luttes pour la justice sociale desquelles elle s'inspire. On se dit qu'on ne peut pas penser la justice animale à partir des principes mêmes qui fondent les combats antiracistes et antisexistes, sans assumer aussi les autres postures éthiques et politiques que sous-tendent ces principes-là. Ou du moins, on se dit qu'on doit se battre pour les animaux en s'assurant bien de ne pas nuire aux autres mouvements. On se dit que l'idée est précisément de penser la justice comme une chose globale et de rappeler les paroles de Martin Luther King, « Injustice anywhere is a threat to justice everywhere », tout ce qui affecte directement l'un affecte indirectement tous les autres. J'ajouterais qu'on a beau avoir réussi au Québec à populariser le véganisme et à obtenir une belle adhésion de principe à la cause animale auprès du grand public, on a quand même échoué jusqu'ici à obtenir des gains significatifs pour les animaux. Et ça s'explique sans doute par le fait qu'on est encore bien trop peu nombreuses et nombreux comme animalistes engagés pour faire le poids et faire changer les choses. Et c'est une raison de penser qu'il est impératif de nous faire des alliés. Or, on se dit que les alliés naturels des mouvements véganes ou antispécistes sont les gens de la gauche et que si on n'a pas encore su convaincre les milieux antiracistes et antisexistes d'embrasser aussi la lutte pour la libération animale, c'est peut-être notre propre faute. On fait donc un examen de conscience, on regrette et dénonce les publicités sexistes, par exemple, du genre de celles que l'organisme PETA fait parfois circuler et pour lesquelles le corps des femmes est instrumentalisé pour la cause animale. On se promet de présenter les luttes animalistes d'une manière plus inclusive qui évite de renforcer les préjugés et les discriminations dont souffrent encore certains groupes ou certaines communautés. Et on trouve de plus en plus d'études empiriques en psychologie sociale, Martin en parlait, qui nous confortent dans ce choix-là parce qu'elles montrent que la tendance à hiérarchiser les humains et les autres animaux et la tendance à hiérarchiser différents groupes d'humains entre eux vont de pair, ce qui indique, qui ne prouve pas, mais qui indique qu'une lutte efficace contre la propension à la dominance sociale devrait être menée sur tous les fronts en même temps. Depuis quelque temps, toutefois, des discussions ont lieu à ce sujet-là au sein du mouvement animaliste. Il y a certaines personnes qui commencent à se demander si les animaux ne font pas les frais de l'association étroite entre la lutte antispéciste et les autres luttes pour la justice sociale, dans un contexte où la population n'est pas majoritairement très à gauche. On se dit qu'on pourrait stratégiquement obtenir encore plus d'adhérentes et d'adhérents à la cause animale si on ne s'aliénait pas toutes celles et ceux qui ont des réserves à l'égard des postures assumées par la gauche radicale et qui ne s'identifient pas comme antiracistes ou féministes. Certains animalistes se mettent à penser qu'ils voudraient peut-être mieux se concentrer seulement sur les animaux, en fait. Après tout, c'est ce qu'ils font remarquer, les autres mouvements sociaux ont déjà leur base militante respective qui se consacrent en priorité, voire exclusivement à la justice pour certains groupes humains. Se concentrer sur les animaux sans se préoccuper des autres enjeux de justice permettrait d'éviter certaines complications quant aux différentes manières de faire de l'activisme. On aurait pu plus autant à s'assurer, en choisissant nos stratégies, peut-être de ne pas faire reculer d'autres causes. On éviterait aussi de disperser nos énergies et nos ressources.
Je pense pour ma part qu'il est très important de résister à cette tentation-là. Pas surtout pour des raisons stratégiques. Après tout, déterminer ce qui est le plus efficace pour les animaux, c'est un exercice périlleux et personne ne peut prétendre être capable de considérer tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et de savoir ce qui permettrait d'obtenir le plus vite l'émancipation des autres animaux. Mais pour des raisons qui relèvent surtout de la logique même de notre discours. Notre refus que certains individus, en l'occurrence les autres animaux sensibles, soient laissés pour compte, alors qu'ils devraient eux aussi être des sujets de justice. Cette idée qu'on n'a aucune bonne raison de se soucier de certains sujets, en l'occurrence les êtres humains, mais pas des autres. Le même raisonnement, les mêmes principes nous forcent, je pense, à reconnaître qu'on ne devrait pas se préoccuper de la justice animale sans se soucier aussi de la justice humaine. De toute manière, comme on aime le rappeler, nous, les animalistes, les humains sont des animaux eux aussi et doivent donc nous préoccuper. L'idée devrait être de lutter contre la violence, la marginalisation et la domination exercée contre tous les animaux sentients, peu importe leur espèce. Quand je pense à la question de la convergence des luttes, 3 thèmes ou 3 enjeux me viennent en tête. Je voudrais vous parler brièvement de capacitisme, d'abolitionnisme et de COVID-19. D'abord, on entend encore parfois dire que les antispécistes ont tout faux quand ils parlent d'égalité animale, puisqu'après tout, les animaux ne sont pas des humains et qu'on ne peut quand même pas mettre la vie d'une souris et celle d'un enfant sur un pied d'égalité. On entend parfois ça, c'est vrai, mais c'est quand même plutôt rare. La plupart des gens, du moins de ceux qui ont bien réfléchi à ces questions-là, reconnaissent que les caractéristiques strictement biologiques, comme la couleur de la peau ou le sexe, n'ont en soi aucune pertinence morale. Et que ça s'applique aussi à l'espèce. La raison la plus fréquemment donnée pour justifier la discrimination contre les animaux non humains n'est donc pas le fait qu'ils n'appartiennent pas à l'espèce Homo sapiens en tant que telle, mais plutôt le fait qu'ils sont moins intelligents que les humains, qu'ils sont incapables de conscience de soi, qu'ils sont dépourvus de raison. Et si c'est bel et bien ce qui explique, ou lorsque c'est bel et bien ce qui explique la discrimination qu'on leur fait subir, il semble qu'il s'agit alors d'une forme de capacitisme, en fait, c'est-à-dire de discrimination fondée sur les capacités des individus, dans ce cas-ci, celle de l'esprit surtout. Le spécisme renvoie à la discrimination subie par les animaux appartenant à d'autres espèces que la nôtre, mais il faut voir qu'il entretient des liens très étroits avec le capacitisme et qui constitue peut-être souvent une forme de capacitisme. En fait, je commence à me dire que le cadre théorique de l'intersectionnalité proposé en études féministes offre peut-être une bonne manière de penser la situation des animaux. Il me semble que les animaux non humains se trouvent en quelque sorte au croisement ou à l'intersection de 2 groupes marginalisés. Les êtres qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine et les êtres qui ne sont pas doués des capacités cognitives sophistiquées qu'on valorise tant. Et dans leur cas, tout se passe un peu comme si ces 2 formes-là de discrimination se renforcent l'une l'autre et font en sorte que les animaux échappent tout le temps aux différents raisonnements qui nous permettraient de mieux les protéger. On a beau se dire d'une part que les caractéristiques biologiques ne sont pas pertinentes, OK, peut-être, mais les individus qui n'appartiennent pas à notre espèce ne sont pas intelligents, si bien qu'on a raison de ne pas les traiter comme on traite les humains ou comme on traiterait des êtres non humains super intelligents. Je pense à E.T. ou à Superman, par exemple. On a beau se dire d'autre part que les facultés cognitives ne sont pas ce qui compte. Les moins intelligents parmi les humains jouissent des mêmes droits que les plus intelligents. OK, mais les animaux ne sont pas des humains quand même. Les animaux autres qu'humains sont victimes à la fois de spécisme pur ou direct, comme plusieurs aiment le qualifier, et de spécisme attributif ou indirect, ce qui correspond peut-être à du capacitisme. Et ces 2 sources de discrimination placent les animaux dans une situation très particulière et font en sorte qu'ils se retrouvent à être toujours perdants. C'est une des raisons pour lesquelles il semble approprié de mener les luttes antispécistes et anticapacitistes de manière solidaire, comme le propose Sunora Taylor, de qui Chloé va nous parler tout à l'heure. Un autre sujet sur lequel je me suis récemment penchée, c'est celui de l'abolitionnisme. Le texte qui en a résulté est d'ailleurs inclus dans le super collectif qui paraîtra dans 3 jours en France, un collectif dirigé par Renan Larue qui s'intitule « Pensée végane, 50 regards sur la condition animale » et auquel plusieurs de nos collègues animalistes, dont Martin, ont participé. L'approche dite abolitionniste en éthique animale repose sur une analogie entre l'esclavage humain et l'exploitation des animaux. Et le rapprochement est fait pour plein de raisons, matérielles, rhétoriques, stratégiques, morales, politiques. D'abord, on sait que les esclaves eux-mêmes ont décrit leur situation en la comparant à celle des animaux. Ils étaient des propriétés vendues et achetées dans les mêmes encans. Les méthodes et les instruments utilisés pour contrôler leur reproduction, pour les empêcher de résister ou de s'évader ou pour les punir, étaient largement les mêmes que celles qu'on emploie aujourd'hui pour garder les animaux captifs, pour les entraîner ou pour les soumettre à divers traitements. Ensuite,
Les arguments offerts par les esclavagistes au soutien de l'esclavage humain sont mot pour mot repris par celles et ceux qui défendent l'exploitation animale aujourd'hui. L'analogie s'appuie donc sur le fait que l'esclavage a été d'emblée pensé par les esclavagistes et compris par les esclaves eux-mêmes en référence aux animaux. Bien sûr, certains diront que ce qui était odieux dans l'esclavage était précisément de traiter des êtres humains comme des animaux, suggérant qu'il n'y a peut-être rien de mal à traiter des animaux comme des animaux. Sauf qu'avec ce qu'on sait maintenant à propos des animaux non humains, on peut difficilement défendre leur exploitation. Traiter d'autres êtres sensibles comme de simples ressources pour nos divers usages, en faire nos propriétés dont on peut se servir pour le loisir, la recherche ou le plaisir, ça contrevient à leurs intérêts fondamentaux et c'est injustifiable d'un point de vue moral. Est-ce qu'on n'a pas alors raison de comparer la situation actuelle des animaux à celle des esclaves humains d'une autre époque? Est-ce qu'ils ne sont pas exactement ça, en fait, nos esclaves? Je pense qu'il est légitime de le voir de cette manière-là. Après tout, dès qu'on essaie de définir l'esclavage, qui a d'ailleurs pris des formes très différentes au cours de l'histoire et qui ne caractérise pas que l'esclavage racial issu des traites négrières transatlantiques, on ne voit plus trop comment refuser de le faire. Les animaux sont, comme l'étaient les esclaves humains, réduits à des possessions. On exerce sur eux les attributs du droit de propriété. Ils sont eux aussi victimes, dans les mots de Florence Burga, du crime qui consiste avant tout à priver de liberté, à faire souffrir et à disposer absolument d'un être qui possède une fin et des intérêts propres. Sauf que l'analogie elle-même soulève son lot de problèmes et est très critiquée. Et on aurait tort, je pense, de supposer que c'est seulement par spécisme que la comparaison entre la situation des esclaves humains et celle des animaux est contestée. On nous fait remarquer qu'en parlant de l'esclavage des animaux, on s'exprime, nous les animalistes, comme si la lutte des Afro-Américains était finie depuis longtemps et avait été remportée, alors qu'il y a évidemment des répercussions bien actuelles de la violence de l'esclavage sur certaines communautés. On donne l'impression d'instrumentaliser l'expérience d'une population toujours vulnérable pour promouvoir une autre cause, la seule dont on se préoccuperait véritablement. Le parallèle aurait aussi pour effet d'ignorer ou d'invisibiliser les particularités de l'esclavage noir, ses caractéristiques uniques. Finalement, en mettant esclaves humains et non humains dans une même catégorie, la comparaison aurait pour effet de contrecarrer tous les efforts déployés par les antiracistes pour renverser le long processus de déshumanisation ou d'animalisation subi par les victimes de l'esclavage racial. Dans un contexte où rien n'est acquis, où l'esclavage humain a beau être interdit par la loi, ses ravages et les nouvelles formes qu'il prend se font encore bien sentir. Dans un contexte comme celui-là, donc, il paraît insensible de demander aux personnes racisées de se montrer solidaires des animaux en acceptant de leur être comparées en quelque sorte. On a donc d'excellentes raisons de concevoir la subordination des animaux et leur exploitation comme une forme d'esclavage. Mais on a aussi de bonnes raisons de prendre très au sérieux les objections qui nous sont faites par des personnes pour qui l'esclavage humain n'est pas qu'un problème appartenant au passé. Quoi faire? Mon impression est que la solution se trouve, comme souvent, dans la manière de présenter les choses. Je pense qu'il est important de voir qu'on ne fait pas qu'on ne fait pas que renforcer les mécanismes de l'infériorisation, de la hiérarchisation et de l'oppression quand on nie notre propre animalité et qu'on conçoit l'humanité par opposition aux autres animaux. La logique spéciste nourrit non seulement le suprémacisme humain, mais aussi le racisme et le sexisme. Notre solidarité devrait s'étendre à tous les êtres vulnérables capables de subir des torts consciemment. Il ne s'agit donc pas, il me semble, de contester le fait que la subordination actuelle des animaux représente bel et bien de l'esclavage, une forme d'esclavage, ni de refuser de parler de la position abolitionniste par rapport à l'exploitation animale, mais d'utiliser ce vocabulaire-là avec sensibilité et respect. On doit éviter, quand on défend les animaux, de donner la fausse impression que tous les membres de l'espèce Homo sapiens se trouvent maintenant du bon côté de la frontière qui sépare l'humain et l'animal. On doit se battre d'une manière qui témoigne d'un souci sincère pour tous les êtres marginalisés et peut leur profiter. Ça signifie qu'il est probablement préférable, vu la complexité du problème, d'éviter par exemple de faire circuler des images montrant un pied et une patte enchaînés sans offrir plus d'explications et sans faire les nuances qui s'imposent. Il y a par contre des lieux et des moments, je pense, où il est approprié d'expliquer en quoi et pourquoi l'état de servitude dans lequel les autres animaux sont maintenus est gravement injuste. Bon, j'ai déjà pris quasiment tout le temps dont je disposais, mais il y a une autre occasion bien d'actualité où la manière de présenter les choses me semble soulever certains enjeux et mérite qu'on fasse attention. Je pense à la pandémie qu'on connaît et aux animalistes qui
pour convaincre les gens d'interdire les élevages intensifs, interviennent dans les médias pour alerter la population quant aux risques épidémiologiques qu'ils représentent. On dit que la destruction des habitats naturels des animaux sauvages et la perte de la biodiversité sont responsables de près des 2 tiers des zoonoses, les maladies comme la COVID-19, qui sont transmises aux humains par d'autres animaux. Mais l'élevage est lui aussi en cause. D'abord parce que c'est pour nourrir les animaux d'élevage qu'on coupe les forêts et qu'on les transforme en champs de soya, ce qui augmente la concentration d'animaux sauvages en bordure des champs et favorise les contacts. Ensuite, parce que les élevages concentrationnaires, caractérisés par l'entassement et le manque de diversité génétique, peuvent entraîner une diminution de la résistance aux nouveaux agents pathogènes et sérieusement aggraver certaines épidémies en augmentant la virulence de certains virus. Il est donc normal pour les animalistes qui cherchent des manières de faire avancer la cause animale d'être tentés d'insister comme ça sur le fait que pour réduire la probabilité que des crises semblables à celles qu'on connaît ou même beaucoup plus mortelles encore se reproduisent, il faut renoncer à se nourrir d'animaux, en particulier d'animaux d'élevage industriel. On se dit que même celles et ceux qui ne se préoccupent pas vraiment des animaux devraient se laisser convaincre par cet argument-là. Il y a tout un débat au sein de la communauté animaliste, là, je ne vous l'apprends certainement pas, autour des meilleures stratégies à adopter dans la lutte pour la libération animale. Certains pensent que tout ce qui peut inciter à faire un pas dans la bonne direction doit être encouragé, que puisque les comportements influencent les croyances, il est utile de commencer par changer les habitudes, peu importe par quels moyens, que les animaux sont de toute façon indifférents aux raisons qui nous pousseraient à abolir leur exploitation, que ce soit par écologisme ou pour la santé, pourvu qu'on le fasse. Mais d'autres pensent au contraire qu'il faut mettre les animaux au cœur de notre mouvement et ne pas cacher nos devoirs de justice envers eux derrière des considérations anthropocentriques, que c'est la seule manière de changer la représentation qu'on s'en fait et de les faire apparaître enfin dans la sphère politique. On se dit que s'il s'agissait d'un enjeu de justice humaine, on serait offusqué que les victimes ne soient pas elles-mêmes placées au centre de notre discours. Pour les abolitionnistes, selon qui l'exploitation animale doit être dénoncée au nom de nos devoirs envers les animaux eux-mêmes, insister sur les risques sanitaires pour les humains, ce n'est pas une stratégie à privilégier. Mais c'est encore plus vrai peut-être pour les animalistes qui sont favorables à la création d'une zoopolice, c'est-à-dire celles et ceux qui pensent que l'abolition de l'exploitation des animaux domestiqués ne doit pas mener à l'extinction de leur espèce et qu'il faudra au contraire les intégrer dans nos communautés politiques. La crainte, comme l'a bien expliqué notre collègue et ami Anaëlle Jacques-Morel sur les réseaux sociaux, c'est qu'en ayant recours à l'argument sanitaire, on tend à présenter les animaux non humains comme des réservoirs de bactéries, comme des sources d'infection, comme des êtres porteurs de microbes dangereux pour nous et dont on doit se méfier. Il y a ensuite qu'un pas à faire pour les voir comme des êtres repoussants, dégoûtants, menaçants. Et ça, c'est pas vraiment incompatible avec l'exploitation animale, en fait. On pourrait régler le problème en aseptisant encore plus les fermes, par exemple. Mais c'est incompatible avec les relations et les contacts que plusieurs d'entre nous estiment être souhaitables dans une société post-spéciste dans laquelle les animaux non humains seraient nos concitoyens. D'une certaine manière, les abolitionnistes qui sont favorables à la citoyenneté animale rejoignent les personnes qui s'inquiètent des effets sur certains êtres humains de notre insistance sur les liens entre la pandémie et les animaux. Surtout de l'effet qui consiste à aggraver le racisme dont sont victimes les personnes issues des communautés asiatiques, qu'on tient responsable de la propagation du coronavirus, qu'on présume avoir plus de chances d'être porteuses de la maladie et à qui on reproche d'avoir des pratiques particulièrement inhumaines envers les animaux. On trouve aussi un peu indécent que des animalistes, pour faire avancer leur cause favorite, instrumentalisent comme ça l'immense souffrance des personnes qui sont directement ou indirectement affectées par la COVID-19 et dont ils ne semblent pas se préoccuper sincèrement. On a donc des raisons de penser qu'il est à la fois déplacé et imprudent, autant par rapport à des humains qu'aux autres animaux, de brandir l'argument de la menace hygiénique dans le seul objectif d'améliorer le sort des animaux non humains. Heureusement, tout ça n'implique pas pour autant, il me semble, de renoncer à évoquer les risques épidémiologiques réels qui entourent l'exploitation animale. Évidemment, il faut éviter à tout prix de donner l'impression qu'on se réjouit du malheur de certains parce qu'ils donnent l'occasion d'améliorer les choses pour d'autres. Par contre, il me semble que rien ne nous empêche de nous exprimer d'une manière qui témoigne d'un souci réel et sincère pour les uns et pour les autres. On peut reconnaître que le traitement qu'on réserve aux autres animaux risque d'avoir d'importantes conséquences dans le domaine de la santé publique humaine, tout en insistant sur la gravité des torts subis par les victimes de la pandémie,
sur le fait qu'aucune communauté culturelle particulière n'a le monopole des traitements cruels envers les animaux ou des conditions insalubres dans lesquelles on les garde, et sur la nécessité de reconnaître aux autres animaux sensibles les droits fondamentaux et les droits politiques qui les mettraient à l'abri de l'exploitation et feraient même de certains d'entre eux nos concitoyens à part entière. En fin de compte, ces exemples servent surtout à illustrer ce que ça peut signifier concrètement de penser la justice d'une manière globale. Selon cette approche-là, il semble naturel et cohérent de militer non pas en silo, mais en tenant compte le plus possible de tous les enjeux touchant des êtres sensibles, qu'ils soient humains ou non humains. Je vous remercie.